Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission, l'Hebdo de la médiation 2022. Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo de la médiation. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission L'Hebdo de la médiation. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission L'Hebdo de la médiation. Merci de couper vos micros et d'utiliser l'onglet Discussion pour poser vos questions. Bonne émission. Eh bien, bonjour Jérôme. Salut Jean-Louis, bonjour à tous et à toutes. Je vois qu'il y a les personnes qui se connectent, mais on a l'habitude de dire, si vous voulez, vous le réécouterez en replay et vous verrez que vous n'aurez pas perdu votre temps si vous êtes intéressé par l'histoire de la médiation, l'histoire et puis la préhistoire, d'où vient la médiation. J'ai vu tout récemment, par exemple, qu'il y avait eu une polémique entre un conciliateur de justice et Edith Delbray, qui a écrit un article sur le village de la justice, où elle rédige régulièrement. Et donc, le conciliateur lui dit « Non, mais attendez, les conciliateurs jouent un rôle important et ils ne se sentaient pas reconnus dans l'article qu'a écrit Edith, en disant « Mais comment ça, c'est comme si c'était une dépréciation de l'activité des conciliateurs. » C'est-à-dire qu'en fait, le conciliateur vient parler de lui lorsqu'il y a un article sur la médiation. Alors évidemment, de temps en temps, quand on parle de médiation, on se dit, mais c'est quoi la différence entre la médiation et la conciliation? Alors je le dis déjà tout de suite, mais j'en parlerai plus tard, c'est que tout simplement, il y a médiation traditionnelle et puis médiation professionnelle. Alors évidemment, entre la médiation traditionnelle et la conciliation, les différences sont infimes. Alors lui, il disait, c'est parce que moi, je ne suis pas rémunéré, mais il ne disait pas, moi, je suis un retraité qui n'a pas besoin de rémunération, et je donne mon temps pour qu'il y ait la paix entre les personnes, et pour des petits litiges, en fait. Mais même le médiateur traditionnel, eh bien lui, il est rémunéré, évidemment, mais il n'a pas forcément le même référentiel que le conciliateur. Le conciliateur, c'est généralement un retraité du droit. Alors, quand j'évoque ça, je mets en fait les pieds dans le plat de savoir d'où vient cette idée de la médiation professionnelle. Évidemment que dans cet environnement-là, on parle souvent de la conciliation. Quand on parle de médiation, on parle de l'idée de la conciliation, de la négociation. Et puis tout ça, c'est confondu. On parle de bienveillance, d'empathie, etc. Mais si je vous dis qu'en réalité, pour moi, ce n'est pas du tout ça qui m'a amené sur le terrain de la médiation. Ce n'est pas du tout ce regard sur le système judiciaire, initialement. Et quand j'en parle un peu vite de l'histoire, je parle de l'environnement, de rapprochement d'entreprise, etc. Parce que c'est vrai que là, ça a boosté ma réflexion sur la médiation professionnelle, mais qui n'était pas encore de la médiation professionnelle. Mais ce que je voudrais vous partager maintenant, c'est de vous dire qu'en réalité, l'une des premières actions que j'ai pilotées dans le champ de la médiation sans que ce soit nommé médiation, et donc encore moins médiation professionnelle, c'est une action de concertation. Et si certains d'entre vous peuvent savoir ce que c'est que la concertation, dans l'environnement, par exemple, de réhabilitation de logements sociaux. Imaginez qu'on est en 1984 et la régie immobilière de la ville de Paris a pour mission de piloter la réhabilitation de 730 ou 750 logements de l'assistance publique, donc du personnel de l'AP-HP de la ville de Paris. Donc, il y a plus de 700 logements qui sont confiés à la RIVP, la régie immobilière de la ville de Paris, pour que ces logements soient réhabilités, c'est-à-dire mis aux normes. Donc, ça veut dire en fait mettre des douches dans les appartements, mettre des WC dans les appartements, principalement. Et de voir si, sur le plan de la ventilation, ils sont bien aux normes. Et là, il y a une forte résistance qui s'inscrit chez les locataires, qui se regroupent en association
et pour protester contre le fait qu'on veut leur imposer une réhabilitation alors que certains de leurs logements sont déjà aux normes. Mais la RIVP dit, mais nous, on s'en fout de tout ça, ce n'est pas le problème. Nous, on a une mission, on prend la mission, vous partez des logements, on va vous trouver des logements, et puis vous reviendrez, ça sera mis aux normes. Et bonne nouvelle, les loyers seront augmentés. Les locataires disent non, ça ne va pas se passer comme ça, parce que nous, on a des logements qui sont aux normes, et on vous le prouve d'ailleurs, regardez, photos à l'appui, etc. Mais c'est un langage de sourds, un dialogue de sourds. Et un jour, je viens d'être employé par l'association de consommateurs qui existait à l'époque, qui maintenant a été rapprochée de la CSF, Confédération syndicale des familles. Moi, c'était l'Association populaire familiale syndicale. Inutile de vous dire qu'avec un nom pareil, c'était quand même pas facile de se faire reconnaître. Association populaire familiale syndicale, l'APF, qui était une vieille association, une espèce de grand-mère des associations familiales qui avait été créée après-guerre, qui était issue de l'environnement, vous savez, le post-pétainiste, pour tout dire, parce que c'était la famille, l'idée de la famille qui était là. Bon, après, ces associations ont évolué avec l'idée des familles monoparentales, etc. Donc, je me retrouve dans cette association, employé comme conseil juridique par le sous-contrat du ministère de la Consommation. Et je vais être comme ça en contact avec des locataires, des gens comme ça. Et sur le marché, dans le 13e arrondissement, sur un marché, je rencontre des locataires de l'assistance publique. Alors, à ce moment-là, j'ai une discussion avec eux parce qu'ils sont en train de protester, ils distribuent des tracts, etc. J'ai une discussion avec eux et je leur propose une réunion. Et on fait une réunion et ils disent d'accord, moi, c'est une association, je vante les mérites de l'association dans laquelle je suis. Et puis, mon côté militant fait que je porte la bannière assez fort en disant, ouais, c'est la meilleure des associations. Alors, il y a concurrence d'associations parce qu'il y a dedans, il y a des associations que ça intéresse. Vous vous rendez compte, 700 familles en train de protester, ça fait quand même du monde dans la vie associative. Et il y a, je vais citer, il y a la Confédération générale du logement, il y a la CNL, la Confédération nationale du logement, donc principalement. Et puis également, il y a l'ancienne filiale de l'APF qui s'appelait la CSCV à l'époque, qui est devenue autre chose après, mais qui était la Confédération syndicale du cadre de vie. Donc, quand je dis ça, ça va parler aux anciens, vraiment, c'est de l'histoire, là. Et donc, tu connais un petit peu, Jérôme, parce que tu étais, je crois, toi, tu avais après adhéré à la CSV. Non, moi j'étais à la CLCV en tant CLCV. que bénévole, justement, dans l'accompagnement des litiges aussi. Voilà, donc là à l'époque, ce n'était pas la CLCV, parce que c'était devenu la Confédération du logement et du cadre de vie, tandis qu'à l'époque, c'était la Confédération syndicale du cadre de vie. Et donc, il y avait toutes ces associations qui étaient un peu en compétition pour pouvoir récupérer les 700 et quelques familles comme adhérents. Et donc, moi, je me retrouve là et en fait, je l'emporte parce que j'ai une idée que les autres n'ont pas. C'est ça aussi la force de l'innovation. J'ai une idée que les autres n'ont pas, c'est de mettre en place une structure technique qui va engager la discussion avec les techniciens de la RIVP. Alors, sur le coup, ça crée de l'émoi. Ils sont là, les techniciens de la RIVP. La RIVP, ils sont sidérés parce qu'on a des techniciens. Donc, j'ai fait une recherche, comme ça, parmi mes copains, j'ai fait une recherche d'architectes et qui ont bien voulu consacrer un peu de temps, bénévole au départ. Et ensuite, on a présenté un dossier de financement. Et le ministère du Logement, je vous rappelle, on est en 1982, là maintenant on est en 82, 83, dans ces périodes-là. Donc c'est la période où encore il y a la montée de la gauche qui était arrivée avec toutes les idées de concertation, de liberté d'expression, etc. Il y avait toute une démarche donc participative, à la fois sociale et dans le travail. Donc, c'était très fort. Il y avait des ministres qui étaient attentifs à ça. Il y avait donc à l'époque, c'était le ministre Quillot qui était le ministre du Logement.
Et j'ai mémoire de ça tant que je l'ai, je le dis. Et donc, on met en place une concertation. En fait, le premier mot qui vient à l'idée, à la pensée, c'est la concertation. Donc, il y a les locataires d'un côté, l'ARIVP, le ministère du Logement qui cofinance la structure qu'on met en place et qui demande à l'ARIVP de payer 50% du coût de cette structure technique qui a 2 architectes et une secrétaire. Et là, on se retrouve à œuvrer. Et moi, je suis une autre couche de la concertation, qui est un animateur de la concertation. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, ça coince vraiment, même entre la structure technique et les techniciens eux-mêmes, les architectes, eh bien, j'interviens pour faire en sorte que les choses avancent. Parce qu'en réalité, on y a intérêt. Parce qu'il faut qu'on montre en tout cas, moi, c'est mon défi, c'est de montrer que l'idée de la concertation et l'idée d'une animation comme celle-là, ça marche. Et effectivement, ça a marché. Et donc, il y a eu ce travail qui a été fait avec un rapport qui a été produit à l'époque, la concertation pour les logements de la RIVP et la réhabilitation des logements de l'assistance publique. Ça a été un succès. Alors, on a même après reproduit des initiatives un peu similaires dans le 18e arrondissement, dans le 14e, dans le 13e. Et puis après, les choses se sont éteintes parce que d'une part, j'ai arrêté de suivre ces dossiers et je suis passé à autre chose. Je suis passé à la vie d'entreprise. Mais voilà, ça a été vraiment pour moi la première expérience professionnelle. J'avais 24 ans. 24, 25, 26 ans. Et donc, ça a été l'idée de déclencher ça. Et je dirais que sur le plan de la démarche du développement de la médiation professionnelle, c'est vrai que ça a fait chez moi une première couche de référence sur le fait que lorsqu'on dit que le dialogue est impossible, je me suis toujours dit que non, ce n'est pas vrai. Le dialogue est possible, on peut trouver des solutions, on peut trouver des manières, des dispositifs, des procédés pour pouvoir faire en sorte que la communication puisse passer et que la concertation, parce que souvent on parle de négociation, quand on parle de médiation, tout de suite on verse vers la négociation. D'ailleurs, si vous écoutez, même l'EPMN, École professionnelle de la médiation et de la négociation, on aurait pu dire peut-être École professionnelle de la médiation et de la concertation, mais sous l'influence de tout l'environnement de la médiation, maintenant, c'est le mot négociation qui vient. Or, peut-être que c'est le mot concertation qui est le plus adapté, me semble-t-il. En tout cas, dans mon référentiel historique, je dirais que le terme de concertation est quand même beaucoup mieux. Donc, pardon Jean-Louis, ça c'était finalement le précurseur de ce qu'allait devenir la médiation. Oui. Et tu t'es aperçu, tu as tâtonné, tu as essayé de mettre en place des choses. Et puis peut-être que tu t'es aperçu que tu avais besoin un petit peu de prospecter sur ce qui était fait, sur les différentes pratiques. C'est vrai qu'après, j'ai découvert que je faisais ça d'une manière intuitive, d'une manière un peu personnelle, sans technicité, juste à l'impro, quoi. À l'impro, alors évidemment, quand ça marche à l'impro, c'est super, mais ça ne marche pas tout le temps. Et parfois, on est déçu. Et puis, quand ça marche pas, alors que ça a marché une fois, où ça a marché, on dit c'est les autres, c'est ceux-là qui vont pas. Alors moi, je me suis dit que peut-être non, c'était peut-être pas quand même comme ça, qu'il fallait que je me renseigne, que je me perfectionne. Et c'était l'époque aussi de la montée en puissance de la formation continue. Il faut savoir que la formation continue, ça date de 1972 en France avec la loi Delors. Sur la formation continue. Et donc, c'était quand même relativement récent. Ça faisait un peu plus d'une dizaine d'années que la formation continue existait. Il y avait quand même des formations qui étaient faites avant, mais c'était quand même très, très ciblé, ces formations-là. Il fallait vraiment, le plus souvent, se perfectionner sur le tas. Et donc, c'était l'idée du meilleur qui pouvait s'improviser compétent à un moment donné.
Donc, il y a eu cette montée de tous les concepts de négociation, de développement personnel, hein, je vois l'analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique, avec tous les outils à côté de MBTI, Myers-Briggs Technical Instrument, et le focusing, la méthode Herman aussi, que j'ai introduit en France avec un copain à l'époque qui s'appelait Lionel Villemain, et avec lequel on avait développé le cerveau droit, cerveau gauche, ça vous dit quelque chose. On a été les précurseurs, j'ai été l'un des précurseurs de l'introduction des neurosciences appliquées en pédagogie ou en formation continue. Donc, le modèle Herman, c'était un modèle absolument génial à l'époque, hein, même si c'était une erreur. Par rapport aux découvertes sur le fonctionnement cérébral, c'est-à-dire la latéralisation cérébrale. On a dit qu'il y avait l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, et puis que l'un pouvait fonctionner pratiquement sans l'autre, et qu'on pouvait définir des prédominances de fonctionnement. L'hémisphère gauche serait beaucoup plus rationnel, l'hémisphère droit serait beaucoup plus intuitif et fantaisiste, sauf chez les Japonais et les Chinois. Enfin, c'était à peu près n'importe quoi. Mais n'empêche que ça a permis de rationaliser, de réfléchir d'une manière rationnelle des approches pédagogiques. Parce qu'on dit, mais est-ce que tu fais les choses au cerveau total? C'était le truc d'Herman. Donc, il fallait prendre en compte l'ensemble des prédominances cérébrales. Hein, c'était le discours. Donc, je me suis intéressé à ça et puis à toutes les autres pratiques. Je suis devenu formateur en AT, enfin, je me suis formé à la PNL, à la dynamique mentale, ce qui était absolument extraordinaire. C'est-à-dire, c'était une sorte d'auto-hypnose. Hein, de pratiquer l'auto-hypnose. Et puis, je me suis intéressé évidemment à l'hypnose. Et puis, je me suis intéressé aussi à Rogers. Je suis devenu l'un des consultants Gordon Management à l'époque. Hein, c'était les techniques de Gordon, cadre et dirigeant efficace, etc., avec toutes les pratiques. Maintenant, on voit, c'est Marshall Rosenberg qui avait repris le truc principal avec la communication non violente, mais c'était Herman qui avait produit déjà, lui, les trucs de parents efficaces, etc. Bon, il y a des effets de mode après, c'est la manière dont on parle des choses. Et donc, il y a eu tout le temps de la mode Gordon, de Thomas Gordon. Je me suis trompé là à l'instant, j'ai dit Herman, mais c'était Gordon, avec l'écoute active, l'effectiveness training, toutes les approches comme celle-là qui consistaient à faire du management win-win. Hein, alors, c'était win-win dans le management, c'était win-win dans la négociation. Et donc, on voyait partout, il y avait ces concepts-là qui étaient forts et qui venaient renforcer des approches que j'avais. Et c'était vraiment à tâtons. Alors, avec un autre aspect, c'était la créativité. Donc, c'était à l'époque où il y avait des cercles. Dans les entreprises, j'animais des cercles de créativité. J'étais passé dans des cabinets de consulting et j'avais à ce moment-là pris quelque chose qui était l'inventivité, la créativité, avec des Van Hug, des auteurs qui étaient absolument extraordinaires parce que notamment il y avait un bouquin qui s'appelait « Ne restez pas assis sur le meilleur de vous-même ». Alors rien que ça, moi ça me parlait parce que pour se faire botter le cul de la créativité, il n'y avait pas mieux que de ne pas rester assis sur le meilleur de soi-même quand même. Donc, j'avais trouvé qu'il y avait une inventivité à l'époque absolument extraordinaire. Et c'est ce qui a fait que je pense qu'on a passé une période très forte dans l'invention, dans les formations, sur le plan du développement des concepts. Même si ça touchait un petit peu à tout, que c'était un petit peu n'importe quoi, je ne veux pas dire que c'était vraiment toujours très éclairé, mais c'était fabuleux. J'ai passé des temps avec des personnes dans des appartements. Il y avait des moments où, en fait, les gens s'invitaient et le téléphone sonnait, tu es invité à tel endroit. On ne savait pas vraiment ce que c'était. Et puis, à Paris, je parle à Paris, dans la région parisienne, tu es invité à tel endroit. Alors, c'était mieux que les textos, ça allait plus vite, c'était incroyable. Et donc, on se retrouvait avec 15 personnes, 20 personnes qu'on ne connaissait pas. Et il n'y avait qu'un gars qui connaissait à peu près tout le monde, d'ailleurs, mais ce n'était pas sûr. Et on se retrouvait dans un appartement pour faire une expérience. Sur la manière de communiquer ensemble, de dire des choses. Et on ne partait de là qu'au bout de 3-4 heures,
une fois que l'expérience avait abouti quand même, hein, parce que c'était drôle. Donc, ça pouvait être des expériences de dynamique mentale. Alors, c'est vrai que si je vous dis ça, c'est vrai que ça fait un peu farfelu, mais je veux bien convenir hein, que j'ai passé des trucs qui étaient pour tester l'inventivité, le fait de la concentration, le fait de pouvoir tester aussi si c'était vrai qu'on pouvait avoir des vibratos ensemble, tu sais, tu penses, et puis est-ce que tu penses la même chose que je pense hein. Vas-y. Et puis parfois, c'est vrai que ça marche. Donc, c'est assez étonnant. Alors, je me suis intéressé aussi à la zététique. Sur le coup, la zététique, parce que je me disais, je faisais tellement des trucs qui faisaient qu'il y avait des gens qui pétaient un câble. Hein. Dans l'aventure du développement personnel, il y avait plus de gens qui étaient déjantés que de gens qui étaient bien dans leurs pneus. Hein. C'était complètement hallucinant. Et donc, moi, je me suis dit, attends, il y a quand même quelque chose, il faut que je vois si c'est vraiment rationnel tout ça. Et je me suis intéressé aux travaux d'Étienne Bloch, qui m'a remis sur les rails de la rationalité en me disant, attends, il a écrit un bouquin qui s'appelle Le Paranormal. À l'époque, il avait promis 1 million de francs à toute personne qui pourrait prouver qu'elle avait un pouvoir paranormal. Bah, bien sûr, tout le monde s'était rétamé. Hein. Toutes les personne n'avait réussi à prouver que la télékinésie, que la transmission de pensée à distance, etc., ça marchait. C'était évidemment bidon, mais ça continue de prospérer. Il y a des gens qui continuent d'être persuadés de ça. Enfin, je vous dis, il y a eu des recherches scientifiques. Alors, évidemment qu'à chaque fois qu'on dit ça, il y a toujours quelqu'un pour dire oui, mais le fait de douter du pouvoir met en cause le pouvoir lui-même. Ah ben, c'est justement que ça veut dire qu'il n'existe pas. Mais le sophisme est très fort là-dedans. Moi, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de magie dans le seul fait de pouvoir réfléchir. Hein, ce matin, il y avait un gars qui disait, regarde, sur une vidéo, il me disait, regarde, j'ai une pièce de 2 euros et tu vois, il y a quelque chose de particulier, c'est que tu ne pourras jamais voir les deux côtés en même temps. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre. Il n'a même pas pensé que ça peut être réfléchi, son truc. Il est là, comme ça, il regarde sa pièce et puis il est obligé, lui, de regarder des deux côtés. Mais moi, je me mets devant un miroir et j'utilise la réflexion. Et c'est ça. Donc, je me suis dit, tiens, il a peut-être besoin d'apprendre quelque chose, ce garçon, apprendre à réfléchir. Et s'il n'est pas capable de réfléchir, il peut peut-être se faire réfléchir. Alors, voilà, c'est intéressant. Et tout ça, je dirais que ça a fortement participé de ma réflexion encore souche pour amorcer une nouvelle représentation, une nouvelle instrumentation de ce qui va devenir la médiation professionnelle. Ce que tu es en train de dire finalement, c'est que tu t'es nourri de plein de méthodes, de techniques, d'expérimentations diverses et variées, mais que finalement, peut-être en allant voir du côté de la zététique, tu as remis en cause tout ce que tu avais acquis, de manière à regarder, c'est presque une méthode cartésienne, hein, on regarde un petit peu la réalité des choses, pour pouvoir après peut-être construire quelque chose, en tout cas pour remettre en cause ce que tu avais appris et repartir sur quelque chose de plus rationnel. Voilà, je sais que la zététique est très, très critiquée par des gens, justement, que ça dérange d'avoir une posture de rationalité, parce qu'ils disent, mais oui, mais le zététicien, il met la raison au-dessus de l'humain. Bon, non, c'est les humains qui créent quelque chose, qui inventent quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse, la zététique, à la limite, je m'en fous, mais ce qui m'intéresse, ce qui m'a intéressé, c'est effectivement, tu as dit c'est cartésien, c'est l'utilisation de la raison. Alors, c'est l'utilisation de la raison au regard du phénomène du raisonnable. Alors, quand j'ai continué à réfléchir à ça, j'ai continué à me dire, mais en fait, il est possible de regarder vraiment les choses autrement. Et quand j'ai regardé tous les modèles que j'avais appris et que j'utilisais, hein, que je ne dis pas, par exemple, j'utilisais bien sûr Maslow comme outil pour pouvoir expliquer aux gens, regardez, vous avez des besoins, et puis selon vos besoins, vous avez différents types de comportements, d'attitudes et de comportements. Et quand on enseignait ça dans les formations destinées aux managers, aux dirigeants, hein, dans les entreprises. Et donc, tout le monde a été gavé, moi en premier, parce que comme formateur,
comme consultant. Et puis après, j'allais gaver les autres avec cette idée de la pyramide des besoins. Alors après, comme la pyramide des besoins ne tenait pas vraiment la route, hein, moins bien que celle de Khéops et de Képhren Mykérinos, donc il fallait revoir la pyramide. Donc, on trouvait toujours des arguments pour justifier le fait que maintenant, ce n'est pas tout à fait la pyramide, Maslow ne l'a pas tout à fait dit comme ça, etc. Or, ce n'est pas vrai. Maslow, il l'a dit pyramidal. Il avait une vision, lui, élitiste de la société. D'ailleurs, il n'était pas allé voir un éboueur ou un gars qui était dans les abattoirs de Chicago pour être précis par rapport à l'époque, hein. Un boucher des abattoirs de Chicago, il était allé voir ceux qui avaient réussi dans la vie. Donc, pour lui, ceux qui avaient réussi, c'est ceux qui étaient devenus présidents. C'était ceux qui étaient devenus des grands, très riches. Mais pour lui, le type qui faisait son jardin, il n'avait pas réussi dans sa vie, hein. Donc, il avait bien une conception très élitiste et monolithique de ce qui était la réussite individuelle. Donc, la réussite humaine. Alors, donc ça, Maslow, on peut le voir, moi j'y ai cru aussi, et puis je l'ai enseigné comme étant une vérité. Or, comme vous pouvez le constater, c'est pas vrai, quoi. Maslow, ça tient pas la route. C'est une aberration, mais ça paraît logique. Alors, c'est ça la force de certains outils comme ça, certains outils métaphoriques, c'est que ça paraît logique, mais c'est pas vrai. Alors, c'est les idées qui sont des illusions intellectuelles. Moi, j'ai appelé ça comme ça, des illusions intellectuelles. Vous savez, c'est comme Descartes, lui, il avait bien identifié les illusions visuelles. Et moi, je me suis dit, tiens, il y a quand même des trucs qui sont hallucinants, ça paraît vrai, mais c'est trompeur. Et je vous invite vraiment à reprendre tout ça. C'est comme le système de Freud, avec le conscient et l'inconscient. C'est de la confusion qui fait que on appelle quelque chose par un nom et puis on se satisfait de ça et on continue à poursuivre, à développer des théories en disant oui, mais c'est pas grave si c'est pas tout à fait vrai. Ben si, le problème, c'est que, par exemple, si l'inconscient, tu soignes pas quelque chose qui n'existe pas. Tu ne peux pas intervenir sur quelque chose qui n'existe pas. Donc, voilà, il faut trouver autre chose. Tu peux dire que tu vas accompagner un discours intérieur, etc. Mais dire que tu vas intervenir sur l'inconscient de quelqu'un, c'est bidon. Donc, ça m'a fait comprendre qu'il fallait que je revoie toutes ces théories. Par exemple, je reciterai aussi, mais j'en parlerai d'autres fois, la courbe de Kubler-Ross, hein, la courbe du deuil, qui est un outil d'accompagnement des personnes désespérées qui sont en train de mourir. Mais en réalité, ça ne tient pas du tout la route et c'est un outil de manipulation, hein, qui a été utilisé dans différents accompagnements. Et moi-même, je l'ai utilisé, je le dis, j'ai utilisé ça en sachant que c'était manipulateur, mais en ne sachant pas faire autrement. Je l'ai utilisé pour dire à des personnes, vous êtes confrontés à un changement, regardez bien que le changement existe. Vous devez vous inscrire dans le changement. Et si vous ne vous inscrivez pas dans le changement, qui est-ce qui en porte la responsabilité? Ce n'est pas celui qui a initié le changement, puisque le changement est par définition. Donc, c'est vous qui allez en subir les conséquences. Donc, acceptez le changement. Et en réalité, c'est une foutue manipulation, parce que le changement en question, il vient de qui? Il vient bien de quelqu'un qui a initié le changement. Et en fait, le changement, est-ce qu'il a été concerté? Est-ce qu'il a été réfléchi? Est-ce qu'il a été partagé? Est-ce qu'il a été évolué? Est-ce que c'est une situation qui a permis de réfléchir à ça? Non. Généralement, on assène le changement à des gens et puis après, on leur dit, mais maintenant, pliez-vous, soumettez-vous. Et puis, on va vous expliquer. C'est courbe de Kubler-Ross, c'est-à-dire que si tu déprimes, c'est de ta faute. Alors qu'on vient d'infliger quelque chose à quelqu'un. Et ça, je me suis dit, quand même, je suis en train de diffuser des connaissances complètement manipulatrices qui sont élitistes et qui sont au service d'une relation au pouvoir, à la domination, mais pas à la participation, pas au sens de la vie humaine. Donc là, je me suis dit que ça c'était vraiment très critiquable et il fallait que je revoie tout ça. Il fallait que je revoie en fait les approches qui allaient permettre de faire réellement de l'apaisement relationnel. Et c'est là où je me suis dit, toutes ces théories, il faut vraiment les reprendre et voir si elles ont des choses intéressantes,
c'est pas exclu, hein. C'est comme d'aller à la messe, hein. Ça peut être intéressant de regarder comment les architectures sont faites. Et puis parfois d'écouter quelqu'un. Mais je veux dire, ça peut apaiser, parce que, comme le disait Pascal, hein, pendant que tu pries, tu ne fais rien d'autre. Mais après, celui qui prie, généralement, il va faire la guerre. Donc, il prie pour ne pas mourir. Hein, mais il prie pour protéger les siens, mais pas pour protéger ceux qu'il ne connaît pas. Donc, c'est pour ça. Et la prière, elle est utile, je dirais, pour s'apaiser. Mais je ne suis pas en train de dire que toutes ces choses-là sont inutiles. Je suis en train de dire que toutes ces choses-là ne sont pas rationnelles et qu'elles ne permettent pas de développer une méthodologie sérieuse. Et qu'il faut y croire pour pouvoir les mettre en place. Donc, ce n'est pas à partir de ces outils-là que j'ai fondé la médiation professionnelle. J'ai pensé autrement. Je me suis dit, quand je vais quelque part, je vais diffuser en fait des éléments de qualité relationnelle. Et il s'est passé quelque chose, on est en 1987, là, 87, 88, à l'époque où il y a la mise en place des normes de qualité, j'ai des discussions avec des qualiticiens. Et les qualiticiens en question disent oui, on va faire en sorte que les produits soient normés de façon à ce qu'il y ait une sécurité et de la qualité au bout du compte. Donc, produits et services. On commence par les produits, ça a été les chaises, ça a été par exemple tout le laboratoire français, là, LNF, là, qui faisait, laboratoire national français, qui faisait des tests sur la qualité des produits. Alors, on tirait sur la chaise, on compressait la chaise. C'était des tests à la fois amusants, que je regardais avec le sourire, mais je me disais quand même, c'est curieux, parce que quand je vais dans une usine, je vois que les produits sont vraiment, la manière de faire les produits, c'est vraiment du sérieux, on veut faire de la qualité, mais les gens sont maltraités. Les gens qui produisent sont maltraités. C'est quand même curieux que la qualité des relations soit à ce point méprisée, négligée, pas vu même, hein. C'est même pas méprisé, c'est pas vu. Eh bien, je disais, mais est-ce qu'il est possible que la qualité des relations soit un peu plus approchée, un peu plus observée, de façon à ce que les gens qui produisent soient mieux traités que ce qu'ils sont. Déjà, moi, je pensais en étant mieux traités, c'est-à-dire un peu maltraités, mais pas trop, quoi. Tandis que là, on en est encore, hein, aujourd'hui, à des problématiques de mauvais traitement, hein, dans certaines entreprises, certains contextes. Donc, je me suis dit, tiens, la qualité relationnelle. Et quand j'ai proposé ça au groupe de travail que je connaissais c'était les gens qui s'occupaient de la qualité, à l'AFNOR, merci Jérôme, à l'AFNOR, quand j'aurais proposé cette réflexion-là, ils m'ont dit, mais non, mais la qualité relationnelle, la relation ne peut pas être normée. Alors, sur le coup, je me suis dit, mais c'est vrai en fait, mais ça a été le début, parce qu'on est en 1987-88, hein, et donc ça a été le début. Je me suis dit, est-ce que c'est sûr que ça ne peut pas être normé, cette histoire ? Parce que quand ils m'ont dit ça ne peut pas être normé, vous avez compris que j'avais développé un certain esprit de contradiction depuis un petit moment, et ça m'a d'autant plus intéressé que je me suis dit, attends, comment ça ne peut pas être normé ? Alors, est-ce que ça peut être normé comme une chaise ou un produit ? Non. Est-ce que ça peut être normé comme un service ? Peut-être. Est-ce que ça peut être normé d'une certaine manière précise quant à la relation ? Est-ce qu'on peut noter la norme ? Peut-être pas, mais en tout cas, on peut identifier des aspects que j'ai appelés des invariants. Est-ce qu'il y a des invariants, hein, comme par exemple, on met une pression sur quelque chose, et puis à coup sûr, au bout d'une certaine force, la chose casse. Et je me suis dit, une relation, qu'est-ce qu'il faut lui mettre pour qu'elle casse ? Une pression, la contrainte. Oui, déjà de la contrainte, mais est-ce que la contrainte, c'est suffisant ?
Est-ce que, par exemple, il ne peut pas y avoir une certaine souplesse dans la contrainte? On peut le voir qu'il peut y avoir une certaine acceptation de l'acceptabilité dans la relation de contrainte. Et puis, à un moment donné, la contrainte arrête parce que l'autre, il arrête de résister. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des invariants vraiment plus sûrs? Et je me suis intéressé à identifier des invariants. Alors là, j'avais quand même des précurseurs, je dirais, hein, que c'était par exemple des gens qui avaient identifié qu'il y avait des risques d'obstacles à la communication. Hein. Je voyais par exemple Gordon qui avait nommé 5, enfin non pas 5, ça c'est Porter, mais Gordon avait identifié 12 risques d'obstacles à la communication. Et donc là, comme j'étais consultant Gordon, je n'avais pas de difficulté à bien les connaître, puisque je les enseignais, mais je me suis dit, c'est trop compliqué cette histoire. Ça ne passe pas. Je voyais que les gens n'arrivaient pas à s'imprégner de ça, c'était compliqué. Je me suis dit, il faut arriver à trouver quelque chose, une approche qui soit simple, facile à retenir, facile à mémoriser. Et là, je me suis dit, tiens, Descartes, justement, qu'évoquait Jérôme, que j'avais lu avec passion, parce que les livres de la raison se lisent avec passion, bien évidemment, parce que le traité des passions, par exemple, de Descartes, a été son dernier ouvrage, mais c'était un livre de raison, hein, qui est toujours intéressant à lire, parce que comme précurseur, justement, de l'approche des problématiques émotionnelles. Donc, j'ai regardé, je suis revenu à Descartes, et dans un moment donné, Descartes, il dit un truc qui m'a fait le tilt, c'est qu'il me dit, il me dit comme ça, hein, il s'assied à côté de moi, puis il me dit, tu sais, Jean-Louis, il y a quelque chose que je dois te dire, c'est que le triangle est quelque chose qui est simple et que tu dois utiliser pour pouvoir représenter une approche qui va être facilement intégrée par les personnes. Alors, j'ai dit, merci René. Hein, vraiment un moment d'intimité absolument incroyable. Non, elle n'allait pas délirer là-dessus. Hein. Non, c'est pas René Latope non plus. Ouais, non, mais c'est une blague. Mais quand même, c'est dans cette discussion-là, dans une discussion intérieure, où je me suis dit, oui, c'est quand même intéressant de voir que le triangle peut être un bon support. Et de ce fait-là, j'ai commencé à développer le modèle SIC. Et j'ai posé le modèle SIC en me disant, bah, tiens, pour rationaliser l'approche d'un humain, c'est quoi un humain? Bah, c'est quelqu'un qui reçoit, qui traite de l'information, qui réfléchit, même s'il ne le fait pas exprès, et qui ne le fait pas beaucoup, et qui émet de l'information. Alors là, recevoir de l'information, il ne le fait pas exprès. Traiter de l'information, il ne le fait pas vraiment exprès non plus. Et puis émettre de l'information, ben, comment voulez-vous qu'il ait fait 2 trucs avant exprès, pas exprès, et puis que maintenant il fasse un truc exprès, hein? Bon, donc ça, c'est pas facile de faire exprès. Donc c'est la relation à la conscience. Je me suis dit, tiens, il y a quand même quelque chose entre conscience et responsabilité qui sont intéressantes. Et puis conscience, responsabilité et liberté. Et donc, je me suis dit, c'est quand même intéressant. Donc, j'ai fait remonter en moi des auteurs que j'avais lus aussi avec beaucoup d'intérêt, hein, que je cite parfois, comme Michel Bakounine, Kropotkin, un petit peu Proudhon, mais pas trop, parce que je n'ai jamais trop aimé les tendances phallocrates de Proudhon. Mais il y avait des auteurs, Louise Michel, à qui j'ai donné un nom pour une promotion des médiateurs. Donc, c'est des auteurs comme ça qui ont alimenté une réflexion aussi de posture. Et parallèlement à la réflexion sur la posture, j'ai commencé à réfléchir sur la technique. Donc, j'ai identifié comme je le disais, là, le modèle SIC, qui est devenu un support de discussion. Et j'ai commencé là, un jour, j'étais sur un salon et j'ai rencontré un gars du ministère du Travail qui, je vous dis des petits trucs, j'ai décidé de tout dire sur au moins une émission, enfin tout dire les choses comme ça. Un gars du ministère du Travail qui s'occupait des fonds de financer les expérimentations de formation pour les chômeurs de longue durée.
Donc, c'était le gros problème. Là, on arrive en 1990-91. Je suis parti de Gordon et j'ai créé une entreprise. Et donc, je commence à réfléchir sur le fait d'accompagner des personnes qui sont en grande difficulté. Et à ce moment-là, je fais des interventions à ce moment-là en banlieue avec des jeunes. Et donc, je rencontre ce gars à qui je présente ce que j'ai initié. Ah, il me dit, mais c'est intéressant, venez à mon bureau, prenez rendez-vous avec moi, téléphonez-moi, venez à mon bureau. Bon, je dis, mais où est-ce que vous êtes? Il me dit, au ministère du Travail. Bon, financement des fonds spécifiques. Waouh! Et là, je présente un dossier, parce qu'on discute, il dit, c'est génial, il faut absolument que vous présentiez quelque chose. Je présente un dossier et j'ai la première expérience pour des chômeurs de longue durée. Donc, de longue durée, ça commençait à 18 mois de chômage et des cadres chômeurs de longue durée. Premier truc. Et puis, deuxième, c'était des non-cadres. Et je développe comme ça des formations spécifiques. Et il se trouve que ça marche, que les gens viennent et puis ils retrouvent du taf, quoi. Enfin, c'était l'objectif quand même, hein. C'était de les remettre, de leur redonner envie d'aller bosser. Alors, je lisais ce matin d'un post d'un type qui disait oui, sur LinkedIn, mais vraiment, c'est un déversoir, LinkedIn, hein. Mais ça montre bien l'état de la mentalité des gens, que les gens sont des feignants, qui ne bossent pas, qu'on devrait les mettre à aller nettoyer les toilettes publiques, qu'on devrait les... Parce que comme ça, le RSA aurait du sens. Mais c'est vraiment pas prendre en compte ce que c'est que la solidarité, ce que c'est que aussi le fait d'être dans une situation où tu as perdu du taf, tu t'es effondré. Alors, moi, j'ai vu des gens dans cette situation-là, ce n'était pas des feignants, et c'était des gens effondrés. Donc, évidemment, personne ne voulait employer des gens effondrés. Hein. Tout le monde attend. Donc, qu'est-ce que tu veux donner du boulot? Commence par apprendre aux gens à se sortir de l'état dans lequel ils se trouvent. Alors, moi, j'avais fait cette formation et je leur apprenais ce que c'était que les pics. Vous connaissez, vous, les médiateurs professionnels, ce que c'est que les pics, mais appliqués à soi-même. Hein, les prêts d'intention à soi, on se dévalorise, on se dit oh, putain, mais quel imbécile je suis animé de mauvaises intentions à mon égard même, hein, j'ai une mauvaise nature, etc. Donc, ou alors c'était le fatalisme fonctionnel, c'était oui, c'est comme ça, c'est dans ma nature, c'est comme ça, c'est mes limites, c'est ma personnalité. Alors c'était là que j'avais commencé à faire des jeux de mots qui sont très mauvais. La personnalité, c'était une personne couchée, donc c'est pas étonnant que vous ne sachiez pas vous lever le matin. Donc c'était des choses comme ça, mais les gens étaient vraiment perturbés et je voyais bien qu'ils ne le faisaient pas exprès, parce qu'au bout de 35 jours, 35 jours de formation, etc. Quand même, il fallait de la persévérance du côté des formateurs, hein, parce que je vous dis que ce n'était quand même pas de tout repos, mais c'était génial. Et pendant 3 ans, j'ai fait ça. J'ai travaillé avec des projets. Après, il y avait d'autres financements. Ce n'est pas seulement les financements expérimentaux. Et puis, j'en ai fait une expérience absolument extraordinaire avec des personnes qui étaient des détenus en fin de peine, que j'accompagnais de la fin de peine à la sortie de prison et après la sortie de prison. Et donc, j'ai eu 20 personnes qui étaient comme ça, sorties de prison pour différentes causes. Hein. Il y avait toutes les causes, je ne vais pas étaler les casiers judiciaires ici, mais il y avait toutes les raisons que vous pouvez imaginer ou alors qui pourraient vous faire horreur. Mais c'était bien des humains, hein, je vous dis tout de suite, hein, qui pouvaient être considérés comme étant des délinquants, mais non, c'était bien des personnes. Et puis moi, je ne les ai jamais vus comme étant des délinquants ou des marginaux. J'ai toujours vu des personnes en face de moi. Et donc, j'avais appelé quand même cette expérience Muros, hein, parce que c'était quand même du lourd. C'était des grosses pierres qu'il fallait retirer de la tête. Et donc, c'était de dire, mais alors comment on fait pour se sortir de là? Alors, c'est là où j'ai utilisé une allégorie, l'allégorie de la caverne. Donc, vous connaissez aussi les médiateurs, l'allégorie de la caverne. Ben, pour dire, en fait, c'était l'une des situations les plus éclairantes sur lesquelles on pouvait travailler parce que regardez qu'on trouvait les causes dans cette allégorie, on pouvait trouver les causes de la récidive. On pouvait comprendre pourquoi des gens préféraient finalement, à la limite, hein, continuer dans la délinquance, sachant qu'ils allaient retomber en prison, parce que c'était une sorte de sécurité.
puis une habitude aussi. C'était l'enfermement mental, et puis qui se traduisait par un enfermement physique. Donc, ce n'était pas l'aspiration à la liberté, c'était une sorte d'aspiration, une sorte de sécurité terrible, terrifiante, parce que c'était la misère en fait en soi. En soi, je dis bien, hein, c'est parce qu'après, il y a le problème social, mais la misère en soi, elle est terrible aussi. Elle est ravageuse. Vous me direz qu'elle c'est moins important d'avoir des gens qui sont ravagés en eux que des gens qui ravagent toute une ville ou toute une population. Mais n'empêche que quand on regarde l'intérêt de la vie humaine, on peut s'intéresser à ça, surtout si on est dans un pays qui a les moyens de le faire. J'insiste sur le mot moyen, hein, parce que quand je vois l'état des finances publiques qui sont évidemment très importantes, regardez, tapez sur Internet niveau de la richesse de la France en or. Et vous comprendrez pourquoi en fait, vous devez serrer la ceinture pour beaucoup et que les gouvernants, eux, ne la serrent pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas de problème de financement public. La richesse de la France est sécurisée de ce point de vue-là. Donc, eux, qui dit richesse de la France sécurisée, eux, ils ont toute liberté. Donc, vous entendez dans mon propos aussi pas mal de contestations. C'est ce qui me mène petit à petit à donc, l'observation simplement de la misère sociale, dont je ne me suis jamais éloigné sur le regard, et puis aussi de regarder quand même d'autres choses, parce que ma vie de consultant m'a amené à travailler avec des voyagistes. J'ai travaillé notamment avec les pompes funèbres générales, comme voyagiste, on fait pas mal, mais j'ai bossé aussi avec le Club Med. Donc, je le dis, j'ai bossé avec, c'était super. C'est vrai que là, non seulement j'ai pu faire des interventions dans les villages avec la formation des chefs de service et des chefs de village, mais j'ai surtout développé une idée. C'était l'application du modèle SIC, l'application d'un modèle qui allait permettre aux personnes de diversifier leur langage dans des situations où justement il y avait un petit peu de panique. Donc là, pour l'instant, je m'étais intéressé à des affaires de développement personnel, des communications managériales, du management de soi, je dirais, hein, quand on parle de ça. Donc ça avait marché. Et puis là, je me retrouve dans un environnement ludique où j'avais un vrai défi, c'était de pouvoir faire jouer les gens. Donc, j'avais inventé plein de jeux, des jeux de cartes, des jeux de situation, des mises en situation, sachant que les jeux de rôle ne fonctionnent pas, mais qu'ils permettent de théâtraliser. Et donc, dans l'environnement du Club Med, il fallait absolument jouer. Donc, j'avais la scène de théâtre pour moi et pour pouvoir mettre en scène des situations où les GM, si vous savez ce que c'est, hein, les gentils membres, étaient en confrontation avec des géos et on voyait ça sur la scène. Donc, c'était à la fois pitoyablement drôle, voilà, c'était drôlement pitoyable. Mais voilà, en tout cas, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire de voir ces situations et d'apprendre à démêler ces situations avec des outils que je leur transmettais, qui étaient la diversification du langage et le début d'une technique que j'allais nommer plus tard l'haltérocentrage. Mais c'est-à-dire se centrer sur l'autre, parce que j'avais constaté que l'écoute active, c'était limité, très limité. La reformulation, c'était mauvais. C'était, si je comprends bien. Hein, donc, et puis, je sens que ça, c'était vraiment intéressant parce que c'est des manières de faire, mais c'était très limité. Il me fallait quelque chose d'encore plus efficace et j'ai identifié une méthodologie qui inscrivait également la diversification du langage, c'est l'haltérocentrage. C'est-à-dire se centrer sur l'autre en tant qu'il est récepteur d'informations, en tant qu'il est traiteur d'informations, donc réflecteur d'informations, penseur d'informations, hein, et puis émetteur d'informations. Et donc, avec tout ça, en tant qu'il peut être aussi conscient de l'information qu'il a reçue, traitée et émise. Donc là, c'est ça l'haltérocentrage. C'est cette technique qui est vraiment plus ouverte
que les techniques qui sont limitées sur de la répétition reformulante ou de la reformulation répétitive ou donc de l'écoute active, donc centrée sur l'affect, parce que c'est bien la dimension affective qui est mise en valeur dans les approches rogeriennes et Gordon est également donc reprise après par tout le courant de la communication non violente. Donc, c'est très limité. Et je me suis dit, je vais ouvrir. Et ce qui m'a amené à ouvrir, c'est le dernier point, je dirais, de la partie de la préhistoire de la médiation, c'est le travail sur la rhétorique. Et j'ai fait un gros travail sur la rhétorique où j'ai pu identifier les différentes figures que j'ai rassemblées, que j'ai reprises et remodelées pour pouvoir, par exemple, faire du langage attributif. Utiliser la métaphore, mieux définir ce que c'est qu'une analogie, ce qui n'était pas fait, ce qui n'était pas clair. Maintenant, vous pouvez même trouver ma définition de l'analogie sur Wikipédia. Il y a des gens qui le laissent, comme quoi on peut mettre à peu près ce qu'on veut sur Wikipédia. Donc, je veux dire, tant que c'est moi qui le fais, vous pouvez être sûr que c'est de la qualité, mais parfois, il n'y a pas que de la qualité sur Wikipédia. Je vous dis ça comme ça. Moi, je me suis toujours retenu de… Mais c'est-à-dire que c'est des définitions non publiées. Quand c'est une définition non publiée, normalement, ça ne devrait pas être sur Wikipédia ou ça devrait être indiqué. Donc, l'analogie, par exemple, je l'ai mise dessus. Et puis, j'ai fait sur Wikipédia tous les articles à partir de 2004, 2005, je ne me souviens plus, quand Wikipédia a commencé en 2001 ou 2002. Je me suis mis dessus. Et là-dessus, j'ai commencé à écrire tous les articles sur la médiation, sur des articles de philo, des articles sur le développement personnel, etc. Donc aussi la rhétorique. Et j'ai écrit un petit essai sur la rhétorique qui m'a servi de base pour écrire mon premier bouquin qui est devenu Pratique de la médiation professionnelle. Mais j'ai comme ça commencé à dire, à me positionner comme médiateur. À me positionner comme médiateur, comme consultant en médiation, et puis petit à petit comme médiateur, avec la définition de techniques. Comme je disais, les premières techniques que j'ai identifiées, c'était les techniques de restitution de sens. Donc, vous savez ce que c'est que restituer le sens de quelque chose, c'est quelqu'un dit, par exemple, un état émotionnel, on va lui renvoyer le sens au regard de ce qui s'est passé concrètement. Ou quelqu'un dit un pic, c'est-à-dire un pic négatif ou un pic positif, où on va lui restituer en termes de ressenti. Donc, c'est la restitution du sens qui est le sens non pas seulement sensoriel, mais le sens au niveau de l'orientation. Dans quelle orientation ça va. Donc, la restitution de sens, c'est quelque chose d'important et ça m'a permis de clarifier, d'affiner le retour et l'accompagnement d'une réflexion d'une personne. Après, avec le recadrage, le recentrage et donc petit à petit, la compréhension que l'haltérocentrage que j'ai déjà défini, c'était différent de la bienveillance. Et donc là, je me suis bien rendu compte que j'étais en rupture avec tout un environnement de la psychologie. Mais je me suis dit, tant pis. J'ai fait une conférence, d'ailleurs, un jour, j'ai fait une conférence à la Cité des sciences et d'industrie à Paris sur les approches que je commençais à développer. Et il y avait un parterre de gens. J'avais la chance d'avoir 150 personnes dans la salle. Et donc, j'ai commencé à parler et à dire qu'en fait, les approches de psycho, c'était des approches dans lesquelles il fallait croire pour pouvoir les développer et que je pensais qu'on pouvait avoir une approche beaucoup plus rationnelle, c'est-à-dire que quelque chose qu'on n'a pas besoin de croire, qu'on a juste besoin de constater. Et là, j'ai eu dans la salle des gens qui ont commencé à taper des pieds par terre jusqu'au moment où je n'ai plus pu parler. Je ne pouvais plus parler tellement il y avait des gens qui tapaient du pied par terre pour m'empêcher de poursuivre ma conférence. Et j'ai dû partir. Et j'ai dû arrêter la conférence parce que j'avais fait le plein de gens qui contestaient le fait que je disais quelque chose. Au lieu d'attendre
que je puisse terminer mon propos, ou alors qu'eux-mêmes partent s'ils n'étaient pas d'accord. Non, ils se sont dit, ça ne doit pas être dit. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais en tout cas, ils étaient bien d'accord entre eux pour le fait que je ne devais pas parler, que je ne devais pas mettre en cause comme ça la reine de l'approche de l'individualité, la psychologie, parce que la psychologie, c'est beaucoup plus varié que ce que je peux en dire, je n'y connais rien. À chaque fois, ça m'est retourné. Tu ne devrais pas, la psychologie n'a pas un discours unique, etc. Oui, c'est comme les religions, c'est exactement pareil. Ça n'a pas un discours unique, il faut y croire. Mais je sais que déjà, j'ai vu, parce que dans la dernière intervention que j'ai faite en formation de médiateur, j'ai eu le malheur de dire que la psychologie, c'est quelque chose dans lequel il faut croire. Et que, en fait, moi, ce que je veux, c'est quelque chose qui soit prouvé, non pas à 80%, non pas à 95%, mais à 100%. Moi, ce que je veux, c'est du 100%. C'est-à-dire que quand j'interviens, si je te traite de salope, tu vas tout de suite comprendre que c'est désagréable. Ben ça, c'est du 100%. Il n'y a pas une personne qui va dire « Waouh, vas-y, encore, encore, encore ». Non, non, tu vois. Donc, c'est du 100%. C'est pour ça. Je dis, moi, tu vois, l'histoire, par exemple, on sait bien que l'histoire de Freud, ça ne tient pas la route, mais il y a plein d'autres choses. Par exemple, les métaphores de la grenouille qu'on jette dans une casserole pour prouver l'habituation, c'est quelque chose qui ne tient pas la route. C'est faux, parce que les grenouilles, elles ne restent pas dans l'eau quand ça commence à bouillir. Donc, c'est des métaphores foireuses, et pourtant, ça sert de référentiel dans le champ de la psychologie. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce que j'ai voulu voir, c'est du 100%. Maintenant, les trucs qui marchent à 80%, c'est vrai que parfois, je l'utilise. Et je ne dis pas que je ne l'utilise pas. Mais je sais que c'est du 80%. Et je sais que je l'utilise parce que je ne sais pas faire autrement. C'est la limite de mes ignorances et de mes connaissances. Alors Jean-Louis, le temps passe et je m'aperçois qu'on a fait la préhistoire. Oui. Et qu'on a fait 1 heure. Est-ce que, exceptionnellement, on ne pourrait pas se dire qu'il y a un épisode 1 avec la préhistoire et mercredi prochain, un épisode 2 avec l'histoire? Si tu veux. Parce que c'est vrai que, après, sur le plan de l'histoire, il y a des rencontres. Là, j'ai cité même dans la préhistoire. Dans la préhistoire, il n'y a pas eu beaucoup de rencontres, en fait. C'est vraiment ça a été des confrontations. Donc, c'est des rencontres, évidemment, mais ce n'est pas des rencontres, ce que je voulais dire, c'est positif, quoi, qui construisent. C'était des rencontres qui m'ont permis de détruire. Et la construction s'est faite tout seul, pour commencer, pour jeter les bases. Pas tout seul, parce que j'avais mes auteurs de référence, mais il y a eu personne qui m'a dit ah tiens, je vais bosser avec toi pour développer ça. Tout le monde me disait mais où tu vas? Où tu vas? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et donc après, c'est sur l'histoire, quand il y a eu des bases vraiment posées, là, j'ai fait des rencontres et il fallait déjà qu'il y ait des bases, il fallait déjà que peut-être je sois moins flou dans mes approches, dans les concepts, pour que ça donne envie aux personnes de se dire mais je vais ajouter quelque chose, je vais apporter quelque chose. Là, j'ai plus eu des contributions, la dynamique contributive dont j'ai parlé. On pourrait presque dire que la préhistoire, en fait, t'a servi, tu t'es alimenté de choses qui existaient et qui n'étaient pas totalement satisfaisantes, que tu as remises en cause en essayant de trouver des outils et des méthodes pour construire un nouveau modèle et l'expérimenter. Et on en est finalement à cette phase-là. Et puis après, il y aura effectivement toutes les rencontres qui t'ont permis de retravailler, d'affiner, de peaufiner, de développer encore. Mais là, on arrive à ce moment charnière où finalement, tu as déconstruit quelque chose qui n'était pas satisfaisant au regard de la rationalité et tu as posé les bases de la construction de quelque chose qui va pouvoir permettre à tous d'agir en tant qu'acteurs de la qualité des relations. Oui, ça a été une transformation. Ça a été à un moment donné, il y a eu un moment de transition important et même, je dirais que
la période de gestation, enfin de ce qu'on pourrait dire comme ça, de gestation, mais que je ne soupçonnais pas, hein, je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. D'ailleurs, et c'est pour ça, je me dis, parfois, on prête à des personnes des stratégies qu'elles n'ont pas, même si elles aboutissent à des choses. Comme moi, là, j'ai abouti à créer quelque chose, à influencer en tout cas, parce que je ne sais pas ce que deviendra la profession de médiateur et la médiation professionnelle, mais en tout cas, je sais que j'ai influencé l'ensemble du monde de la médiation, puisqu'ils ont arrêté déjà certains comportements, ils ont déjà fait des distinctions sur la posture, hein, parce que ce qui est pas encore complètement acquis, mais par exemple sur les postures, en différenciant ce que c'est que l'indépendance, l'impartialité et la neutralité. J'ai vu que ce n'était pas toujours très clair chez tout le monde, mais ce qui est normal chez les conciliateurs, ce n'est pas clair du tout, mais chez les médiateurs, ça commence, de toutes les écoles, ça commence à être assez clair. Et donc, après, il y a la confidentialité, qui n'est pas une affaire de posture, c'est plutôt une garantie. Donc, ça, c'est des points importants. Et puis, sur le vocabulaire aussi, le fait du processus structuré. J'ai influencé cet environnement-là, et il reste maintenant à dire comment ça s'est passé. C'est vrai que ça s'est passé parfois de manière avec des confrontations. Mais ça a permis de développer. Et également, il y a eu le développement des organisations. C'est de ça dont on pourra parler, évidemment. Alors, on parlera de ça la prochaine fois. Très bonne idée de prévoir un deuxième épisode sur le sujet, si ça le vaut bien. Tu fais de la pub, Jésus Jésus Rubio, hein, je parle, parce que ça reste... Oui. Reste pragmatique et rationnel, c'est Jésus Rubio. En tout cas, merci d'avoir écouté. Merci de votre intérêt pour ça. Et puis, si ça vous intéresse de poursuivre, dites-le à d'autres personnes que ça peut intéresser. Signalez cette vidéo, signalez la prochaine vidéo, signalez médiateur.tv. On a fait un tabac en Martinique, hein, je ne vous dis pas, un gros tabac en Martinique, avec plus de 200 personnes qui sont venues à la conférence que j'ai donnée sur les perspectives de la profession de médiateur, et donc avec aussi la démarche qui était là présente, où j'ai animé des webinaires pour les personnels soignants qui ont été arrêtés, empêchés de travailler. Donc, j'ai comme ça accompagné des webinaires. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, mais aussi il y avait des élus, il y avait des personnes de tous les environnements, des avocats, des notaires, puis des médecins, des personnes de l'éducation nationale, des personnes d'entreprise, des DRH. Enfin, il y avait, je dis, plus de 200 personnes qui ont assisté à cette conférence. J'ai fait une émission de radio aussi, merci RCI, je le dis aussi quand même, c'est toujours sympa d'avoir cette petite épingle de dire merci à ceux qui nous accueillent pour pouvoir communiquer sur nos événements. Il y a beaucoup de France Bleu aussi qui nous accueillent souvent, donc merci à toutes ces radios. Merci aussi à Radio Espérance qui avait reçu Siani et Hilaire pour parler des événements qu'on organise. Et puis, on a rencontré des personnes dans des entreprises. Et puis aussi, par exemple, le maire du Gros Morne qui s'est déclaré intéressé par former l'ensemble de son conseil municipal à la qualité relationnelle. Non pas parce que ça ne marche pas bien, au contraire, ça marche super bien, son conseil municipal. Mais il a dit ça c'est intéressant de pouvoir... faire en sorte que la qualité relationnelle soit un référentiel culturel dans une collectivité territoriale, donc dans sa municipalité, il veut faire ça, avant de propager ce service de qualité relationnelle auprès des citoyens, notamment des problèmes d'indivision que connaît beaucoup la Martinique, pour aider les héritiers à se sortir de ces situations-là, parce que ça a des conséquences sociétales aussi, l'indivision. Donc voilà, c'est une nouvelle application de la médiation professionnelle avec la qualité relationnelle. Alors, puisqu'on est dans l'actualité, si la médiation professionnelle vous intéresse et vous voulez en savoir plus, l'EPMN, l'école professionnelle de la médiation et de la négociation, fait un certain nombre d'offres qui sont des offres d'été,
avec des ouvrages, des e-learning, des formations pour se sensibiliser, voire plus. Alors, je vous propose de regarder justement ce clip, et puis on reviendra juste après pour se dire au revoir véritablement. À la plage, à la montagne ou à la maison, le PMN vous accompagne tout cet été. L'événement de la rentrée, ce sera le symposium de la médiation professionnelle à La Rochelle ou en distanciel. En attendant, vous pouvez vous former, vous perfectionner. La médiation de la consommation, la prochaine session de démarrage en janvier. Médiateur judiciaire, la prochaine session aura lieu le 16 septembre. Profiler Cycle, la prochaine session aura lieu les 1er et 2 décembre prochains. Il est encore temps de vous inscrire. En attendant, vous pouvez vous former en ligne avec les e-learning de la médiation professionnelle et des offres spécifiques pour cet été. Les fondamentaux pour acquérir la base de tout médiateur professionnel. La qualité relationnelle au travail, avec pour cet été seulement 2 débriefings en visio avec Jean-Louis Lascaux. Enfin, pour vous perfectionner, l'entretien de motivation à s'impliquer en médiation. Vous pouvez aussi passer votre été à lire ou relire les ouvrages de la médiation professionnelle avec cet été seulement 8 € de réduction sur vos achats. Et tu deviendras médiateur et peut-être philosophe, et lui entièrement gratuit en téléchargement. La rentrée sera riche en qualité relationnelle avec le PMN. Abonnez-vous à Mediator.tv pour être prévenu de nos nouvelles diffusions, de vos vidéos en direct ou en replay. Le programme des 4 prochaines émissions est disponible sur l'officiel de la médiation dans l'onglet webinaire. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à la liker et à la partager sur vos réseaux sociaux avec tous vos amis. Vous pouvez télécharger l'application La Médiation Professionnelle sur le Play Store ou l'App Store. Si vous avez besoin d'un médiateur professionnel, vous allez sur allomediateur.com.